Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Punchline, c'est sur CNews et sur Europe 1 en même temps avec Jean-Claude Dacier, Eugénie Bastier, Alexandre Devecchio et Karim Zerebi. On va parler de Orpea. La pression ne faiblit pas à propos de ce groupe privé d'EHPAD. Le président Macron a même jugé bouleversantes les révélations du livre Enquête les Fossoyeurs qui dénonce les maltraitances dans ces EHPAD. Le nouveau PDG du groupe, parce que vous savez que le président a été remercié rapidement, se défend toujours de aucun manquement vis-à-vis de ses patients. La ministre Brigitte Bourguignon se dit absolument écœurée. On fait le point avec Martin Mazur et puis je vous passe la parole sur ce sujet. La pression ne baisse pas sur le groupe privé Orpea. Suite aux révélations du livre Les Fossoyeurs, dénonçant plusieurs actes de maltraitance dans les EHPAD du groupe, son directeur général, Yves Lemann, a été limogé. Pour Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, le problème est bien plus profond. Ce PDG était là depuis 28 ans. Donc vous voyez bien qu'on est au cœur d'un système, je pense. Auditionné ce mercredi à l'Assemblée nationale, Philippe Charrier, le nouveau PDG du groupe, nie son existence. Il y aurait un système Orpea qui consisterait à optimiser le profit pour rogner sur nos prestations. Je vous l'affirme, ce système n'existe en aucun cas dans nos EHPAD chez Orpea. Et face aux différents groupes parlementaires, Philippe Charrier souhaite mettre en avant la transparence. Quand il y a des événements indésirables, bien évidemment, nous les suivons de très près, de très très près. Non seulement nous les rapportons aux autorités, bien évidemment, aux autorités de santé, nous menons des investigations et nous corrigeons. Et je serai le premier à venir présenter des excuses s'il y avait des cas avérés. Les députés ont quant à eux fait part de leur déception, estimant ne pas avoir reçu toutes les réponses aux nombreuses questions posées. Jean-Claude Dacier, je trouve qu'il y a beaucoup d'arrogance dans ce qu'on vient d'entendre. Les événements indésirables, on parle de personnes âgées, on parle de vie humaine. Ah oui. Est-ce que, encore une fois, il y avait un système... Il gère une entreprise. Une entreprise, un business, quoi. Mais pour moi, l'homme qui condamne la manière dont tout ça a été géré, c'est le directeur général ou l'ancien président, je ne sais plus, Yves Lemann. Parce que tout de même, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des billes. Si en apprenant qu'il y avait un gars quelque part dans son coin qui préparait un livre sur ses activités, et s'il se précipite pour vendre ses actions, en gros, il y en avait pour ça... C'est ce que dit le Canard enchaîné. Il a raison. Pour ça, j'ai pas lu le Canard, mais il a raison. Pour 500 et quelques mille euros, c'est qu'il savait, non pas qu'il se doutait, mais qu'il savait qu'il y avait des défaillances et que le journaliste, notre confrère, allait mettre le doigt dessus. Et donc il s'est dit, je vais probablement y laisser ma place, je prends mon argent et je me casse. C'est la preuve, à mes yeux, je peux me tromper, on verra bien, c'est la preuve à mes yeux que ce système ne fonctionnait pas comme il aurait dû fonctionner, car on parle de personnes dépendantes, de personnes âgées, chez qui et on a confié nos anciens et nos seniors. C'est pas une simple gestion d'une boîte qui fabrique des allumettes ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que le nouveau président, qui est là depuis longtemps aussi, là, qu'ils l'ont choisi un peu parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, je pense que il n'a pas bien pris la mesure de la gravité. On verra. Il ne faut pas non plus en faire des boucs émissaires. Laissons les enquêtes dire et faire. Mais quand même, c'est pas acceptable. Point. Et le gars qui vend ses actions, qui prend avec son pactole 500 000 euros, c'est pas rien quand même, et qui dit débrouillez-vous avec ça. Ça n'a pas fait de bien à ce qu'on appelle la gestion privée. Ça fait de bien à personne. Ce monsieur, quand même. Et surtout pas aux pensionnaires de ces établissements. Évidemment. Eugénie Bastier, il y a un scandale dans le scandale, là ou pas? Qu'on n'entende plus parler de lui. Mais moi, je trouve qu'il faut regarder les choses par la grande lunette. C'est-à-dire qu'il y a le scandale Orpea qui touche une entreprise privée, but lucratif. Et puis, il y a un scandale peut-être civilisationnel. C'est la manière dont on traite aujourd'hui les personnes âgées en France et dans notre pays. Et c'est pas limité à l'entreprise Orpea. C'est quelque chose, c'est un problème civilisationnel. C'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs à l'occasion de la crise du Covid, la manière dont le Covid a été géré dans les EHPAD, où pendant des mois et des mois, des pensionnaires d'établissements n'ont pas pu voir leur famille. On les enfermait.
l'accès. Il y a Laurent Frémont, par exemple, qui s'est battu dans son association pour demander l'accès aux personnes dans les EHPAD qui étaient littéralement enfermées, prisonnières, ce qui est absolument dans les inadmissible. hôpitaux aussi. Et dans les hôpitaux aussi. Donc, la question que pose cette crise et ce scandale, c'est celle du bien vieillir. On parle beaucoup du mourir dans la dignité, mais il y a aussi le vieillir dans la dignité. Et ça, c'est une question qui se pose dans une société vieillissante, qui n'a peut-être pas vu et peut-être pas anticipé ce que le baby-boom allait donner, c'est-à-dire un papy-boom, où effectivement, on a eu on s'apprête à vivre finalement le vieillissement de cette population qui a connu un pic après-guerre. On avait des pics à 800 000 naissances, il faut se rendre compte par rapport à aujourd'hui. Donc on va avoir eu des pics, par exemple, de mortalité à 800 000. Et on n'a pas anticipé tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à gérer ce mal vieillir en France. C'est d'ailleurs le thème du dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir, où il y a toute une partie qui se passe dans les EHPAD, où il décrit d'ailleurs l'enfer abominable. Vous avez d'ailleurs une des personnages qui est assez touchante, c'est une jeune aide-soignante d'origine africaine qui, quand elle voit l'horreur des EHPAD, dit finalement jamais dans mon pays on traiterait les vieux comme ça, et elle retourne chez elle. Ce qui est quand même assez révélateur, et je trouve que c'est vraiment une question qui est devant nous et qui est civilisationnelle. Alexandre Devecchio. Qu'est-ce qui vous scandalise le plus ? Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y a sans doute aussi la responsabilité des familles là-dedans. Le fait que avec la vie moderne, effectivement, c'est pas comme en Afrique, on s'occupe peut-être mal de nos vieux, mais dans ce scandale civilisationnel, il y a quand même le scandale du capitalisme financier. Je suis désolé, c'est effectivement une entreprise cotée en bourse. Est-ce que c'est quand même une question d'intérêt public, la fin de la vie, la question du vieillissement, est-ce que ces entreprises devraient être cotées en bourse? Là, on voit un ancien patron qui se tire parce que pour prendre ses profits, et donc c'est bien qu'on est face à une entreprise qui optimise ses profits tout en rognant finalement ce qui devrait être un service d'intérêt général et sur lequel il devrait même pas y avoir de profit. Donc on est aussi dans une logique où tout est rentabilité et où on transforme même jusqu'à l'être humain en chiffres, si vous voulez. Et donc c'est ça aussi ce que ça dit, et c'est ça le scandale civilisationnel. Et je suis pas un communiste. On a fait le même reproche à l'hôpital public. On a fait le même reproche à l'hôpital public. Mais on touche des subventions géré par le public. Soyons cohérents. Allons. Qu'est-ce qu'on a reproché à l'hôpital public? D'avoir supprimé des lits pour obtenir une certaine rentabilité. Exactement. Et ben c'est la même chose. C'est la même chose, d'autant plus que ceux qui gèrent public ou privé. D'autant plus que ceux qui gèrent ces entreprises privées sont souvent des hauts fonctionnaires qui ont géré des hôpitaux avant. Mais il est vrai qu'ils les ont gérés en pensant que l'État était une entreprise, justement, et en appliquant des logiques managériales, souvent de mauvais managers d'ailleurs, à l'État. Donc je suis désolé, effectivement le public n'est pas parfait, mais le public ne fait pas des millions de bénéfices et n'est pas coté en bourse sur la vie de gens qui sont maltraités. Il fait des millions de pertes, c'est autre chose. Formidable. Allez, Karim Zerébi. Non, Qu'est-ce qui vous choque? C'est vrai. Non, mais il est vrai que au cœur de ce scandale, c'est la question civilisationnelle. Je suis assez d'accord avec ça. À la fois avec la dimension humaine qui consiste à comment on traite nos aînés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Dans une société occidentale, ultramoderne, donc capitaliste. Et puis de l'autre côté, là où je pense Alexandre a raison, c'est que ça va même au-delà de ce seul sujet de la manière dont on traite nos aînés. C'est l'idée que dans notre civilisation aujourd'hui, tout est business. Tout est business à n'importe quel prix, tout est rentabilité. Et donc, même du coup, on en perd un peu, notre boussole républicaine, parce que dans nos valeurs républicaines, il y a la notion de fraternité, il y a quand même des notions de solidarité, et on n'est pas simplement sur la doxa de la rentabilité à tout craint. Alors oui, ça touche aussi le public. C'est pas une guéguerre public-privé, c'est une question de conception de la société. Donc c'est ça le vrai sujet. Dans quelle société voulons-nous vivre? Comment voulons-nous traiter nos anciens? Comment on veut traiter plus largement nos malades? Absolument. Donc les personnes dépendantes, les personnes handicapées, je veux dire, celles qui ne sont pas autonomes. Donc, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on les met de côté? Est-ce qu'on les parque? Est-ce qu'on on est un pays riche. On est le cinquième pays. Est-ce qu'on fait de l'argent dessus? Mais parce que là, la cinquième puissance mondiale, arrêtez. Moi, je suis choqué de voir que dans ce contexte-là, Orpea n'est même pas capable
de faire l'amorce d'un mea culpa. Mais pas de dire excusez-nous s'il y a eu des problèmes. Ils sont même pas 1% de reconnaissance de ce que cette enquête qui a duré 3 ans a permis de mettre en lumière, en s'appuyant sur des témoignages de salariés, des témoignages de familles, avec des éléments écrits, des mails, enfin, des preuves, quoi, je veux dire. Ils arrivent droit dans leurs bottes. Circuler, il n'y a rien à voir. Il peut y avoir un cas par-ci, un cas par-là, mais sinon tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est extraordinaire. L'autre, il a vendu ses actions 3 semaines avant. Le titre était à 107 €. Il est à 37 aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas de hasard. Vous n'allez pas me dire que le gars ne savait pas que 3 semaines après, il allait sortir ce livre. On nous prend pour des imbéciles. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Qui fassent amende honorable, qui reconnaissent. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre et si on se disait, mais tout va bien. Donc ne bougeons pas, et que tout est en train de craquer. Là, il y a plusieurs enquêtes qui sont lancées contre eux, je pense qu'ils peuvent pas dire ça. Il faudrait mieux de reconnaître. J'aimerais juste qu'on écoute un témoignage d'un ancien salarié justement de cette firme Orpea, interrogé par Jules Boiteau et Sébastien Benotti. Il décrit la réalité de ce que vivent les salariés. Pour le coup, là, c'est pas les résidents, ce sont les salariés. Écoutez. Il témoigne de plusieurs années d'épuisement au travail. Nicolas a été salarié à un poste de direction dans un établissement Orpea. Il se souvient du personnel en sous-nombre, poussé à bout par la charge de travail. Je me sentais impuissant. Certains jours où j'ai eu des ordres de ma directrice de ne pas remplacer certains salariés qui étaient absents. Une recherche du bénéfice qui va jusqu'à impacter le restaurant de l'établissement. Le chef de cuisine avait une pression assez importante où il fallait faire des bénéfices. Ça peut être une centaine d'euros ou 200 € tous les mois. Et ce budget non dépensé, je trouvais ça absurde qu'il ne puisse être reporté sur les mois suivants. Pour lui, aucune surprise dans les récentes révélations. Malgré le manque d'effectifs, la hiérarchie poussait pour remplir au maximum les établissements. Les directeurs ils devaient atteindre l'objectif d'avoir à minima 95% de lits occupés. Sinon, c'était courant qu'ils aient des réunions avec le directeur régional qui soit convoqué pour faire le point sur leur partie commercialisation. Une situation que dénonçaient déjà les familles, selon Nicolas, qui faisaient face au mutisme ou aux négations des instances dirigeantes. Eugénie Bastier témoigne donc de façon anonyme, il a demandé à ce qu'on modifie sa voix. Il y a quand même une forte pression et une omerta dans ce milieu quand même des maisons de retraite. Ce sont des gens souvent issus de milieux modestes qui font des métiers peu gratifiants et d'ailleurs peu rémunérés, alors qu'ils sont essentiels à la société et qu'il va falloir urgemment d'ailleurs revaloriser dans les années qui viennent parce qu'on va devoir avoir de plus en plus besoin d'aides-soignantes, de personnes qui s'occupent des personnes âgées, il faut les former. Et d'ailleurs, on fait énormément appel à l'immigration pour ces métiers-là parce que les salaires sont à la baisse, etc. Et c'est vraiment un défi qui est devant nous et on aborde souvent la question du vieillissement de la population par le seul angle des retraites, notamment dans la campagne présidentielle. Et on parle peu des autres aspects dont finalement les maisons de retraite, les établissements de santé sont des aspects essentiels parce que c'est devant nous là. On attaque le début du mur, mais la génération papy-boom, elle commence à aller mal, elle commence à être dans ces situations de fin de vie. Et donc, c'est devant nous et il est urgent de s'emparer de ce sujet et de proposer des réformes qui soient systémiques et pas seulement... Les candidats se sont tous positionnés du coup sur cette affaire Orpea. Il y a Anne Hidalgo qui accuse Emmanuel Macron de ne pas avoir mené la grande loi sur la dépendance qu'il avait promise. Chacun a sa proposition. Du coup, chacun est obligé de se positionner, Alexandre. Ouais, mais ça apparaît assez faible. Pour l'instant, je vois surtout des propositions qui appellent à surveiller ce type d'établissement. Moi, Fabien Roussel veut nationaliser tous les EHPAD privés. Alors oui, Fabien Roussel, à la limite, fait une solution qui est peut-être utopiste, qui plaira pas à notre ami Jean-Claude. En tout cas, je sais pas si elle me plaît. Les nationalisations sont un succès. Moi, mais je polémique pas. On trouve de l'argent. C'est une solution un peu attendue de la part de Fabien Roussel, mais c'est vrai que c'en est une. Pour le reste, c'est faire des contrôles. Moi, les bras me tombent que ces contrôles n'ont pas lieu. D'autant plus que ce qu'on dit peu. Je sais pas si c'est le cas pour Orpea, mais en fait, elle touche des subventions publiques. Donc peut-être qu'on pourrait leur retirer. Là, par exemple, toutes ces... Au détriment des résidents. Mais le minimum, quand l'État donne des subventions publiques,
à d'anciens hauts fonctionnaires qui se sont reconvertis dans le privé, c'est de vérifier que les gens sont bien traités. Donc là, il y a une défaillance, pas seulement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais de tous ceux qui l'ont précédé. Donc des contrôles, c'est bien. Ensuite, il faudra porter une vision, parce que Eugénie l'a très bien dit, c'est une question qui est devant nous, qui est tragique, et laquelle il va falloir répondre. Et j'ai l'impression que les candidats ont quand même été pris de court par cette affaire, et que c'était pas dans leur projet. D'autant plus que Eugénie parlait de la génération du baby-boom et celle du papy-boom. Moi, je pense que le problème s'est pas trop posé, même s'il y avait un vieillissement de la population, parce qu'on était dans une génération dorée, qui a plutôt profité des retraites, qui était en forme et qui avait de l'argent. Les retraités qui arrivent... Ceux d'avant nous, quoi. Ceux d'avant nous, exactement. Nous qui arrivons après, je pense que ça va être plus compliqué. Bientôt la retraite. Nous, on fera la manche, certainement. On sera obligé. À vous, oui. Nous, avec Karim, on aura peut-être une chance. Jean-Claude, c'est bon. 65, 70 ans. Peut-être qu'on mourra au travail, ça résoudra le problème. Il faudrait dès maintenant, vous avez encore certains EHPAD où les gens ne peuvent pas, à cause du Covid, visiter leurs grands-parents. Oui, c'est inadmissible. Et il faut mettre un droit de visite opposable contre ces établissements qui verrouillent, qui font du principe de précaution plus. Et il faut introduire de la souplesse. C'est absolument inadmissible ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant la crise. Il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui sont enfermés dans les EHPAD, des soignants pendant 3 semaines. Vous vous rappelez, au moment du confinement, pour pas contaminer les... Donc il faut aussi se rappeler aussi des gestes extraordinaires qu'ont fait le personnel. Mais le personnel n'est pas visé dans cette affaire. Non, il subit un système. Il subit un système, évidemment, mais par contre l'État... les directeurs ou les dirigeants qui sont frileux. L'État, Eugénie l'a rappelé, ça fait partie des règles qu'il faudra faire tomber, peut-être encore plus le pass vaccinal, mais des gens qui meurent seuls encore aujourd'hui à cause de la question du Covid, ça a été un scandale. Et on l'a pas assez dit dans le confinement. On a beaucoup dit les jeunes, on les a même un peu montrés du doigt en disant ils aiment faire la fête. Moi, j'ai toujours considéré que les vraies victimes, c'était les plus âgés. Ils ont perdu des capacités cognitives dans cette crise incroyable. Ils ont vu leur espérance de vie, moi je pense, j'ai pas de preuves, diminuer en réalité. Sous prétexte de la protéger, on a diminué leur espérance de vie et on les a fait mourir dans l'indemnité. Il faudra encore une fois faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Ok, allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver dans un instant. On va parler de la situation à Marseille, intenable au niveau de la guerre des poubelles. Les détritus s'amoncellent dans les rues depuis 15 jours. Pas de solution en vue. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.